j'ai mis la liste des collaborateurs qui ont travaillé récemment sur ce sujet. Et donc, je vais vous faire un peu, donc, parler un peu de tous ces sujets qu'on a abordés sur les 5 dernières années. Et déjà, peut-être une remise dans le contexte, qui est la thématique qui intéresse l'IRSN, mais aussi EDF, qui est l'une des tutelles du CEREA, et qui est celui des accidents nucléaires et de la dispersion atmosphérique des radionucléides qui en résultent. Et donc, il y a eu quand même plusieurs cas, à commencer par Fumal Islands, mais le cas évidemment emblématique, c'est celui de Tchernobyl, avec les impacts que ça a eu, alors en nombre limité initial de morts, mais quand même une évacuation de toute la zone et des gens qui ont été donc déportés beaucoup plus loin, et puis une zone d'exclusion de 30 km. Et puis il y a eu des impacts sanitaires aussi importants, puisqu'il y a eu quand même une vague de cancer de la thyroïde, donc plusieurs milliers de cas, 4000 cas au moins, donc en Europe. Euh, un deuxième cas, donc plus récent, c'est celui de Fukushima, avec ici donc plusieurs des réacteurs donc, qui se sont emballés à Fukushima suite au tsunami, et donc au fait que les générateurs de secours ont été noyés par le tsunami et ont empêché le contrôle des réacteurs, et donc l'emballement des réacteurs en a résulté. Et vous voyez typiquement sur le Japon, vous voyez la trace de dépôt de césium-137 qui a été mesurée. Là également, il y a une zone d'exclusion qui a été délimitée, et c'est l'un des impacts principaux de l'accident de Fukushima. Mais il y a des incidents, ou des accidents ou des incidents plus ou moins importants qui continuent d'intervenir. Et sur les 3-4 dernières années, nos collaborateurs à l'IRSN, par exemple Olivier Saunier qui travaille avec nous, a dû faire face à des incidents similaires et essayer de pister en fait les mesures de radionucléides qu'ils ont pu que l'IRSN a pu mesurer, ou les Européens ont pu mesurer, et essayer de voir quelles sources potentielles de radionucléides étaient responsables en fait de ces transports de radionucléides à travers l'Europe. Et donc, et je vais en parler justement d'un de ces cas, qui est celui du ruthénium 106, qui est probablement d'origine d'un complexe nucléaire soviétique, qui est celui de Mayak. Alors, la façon dont on traite ça en modélisation inverse en géosciences, c'est d'abord d'essayer de développer, et ça a été fait depuis 40 ans, et puis plus fortement depuis 20-25 ans, donc des modèles plus ou moins complexes de transport des radionucléides, en tenant compte des processus d'émission, en tenant compte des modèles de transport 3D, donc par advection par le vent. Donc, ce sont des modèles de chimie transport qui sont pilotés par des données météo, donc pour au moins l'advection pour le vent. Et puis, il faut modéliser la turbulence, donc la diffusion dans ces modèles de transport. Et puis, tous les mécanismes de physique ou microphysique qui conduisent au dépôt de ces radionucléides sous forme de gaz ou sous forme de particules, dépôts secs ou dépôts humides. Et donc, voilà, il y a de la chimie, de la physique et de la mécanique des fluides à prendre en compte pour essayer de modéliser ça à l'aide de modèles 3D, le transport des radionucléides, avec les incertitudes qui en résultent. Donc typiquement, dans la plupart des résultats que je vais vous montrer, sur Tchernobyl et sur Fukushima, vous voyez typiquement la liste des paramètres que l'on a choisis pour nos modèles, avec la liste des paramètres des différentes paramétrisations, mais aussi le domaine sur lequel on va faire les simulations de modèles, et puis les météorologies qui sont utilisées pour piloter, pour fournir les champs de vent, mais aussi certains paramètres physiques, comme ceux associés à la turbulence, pour contrôler ça. Et puis, il y a deux modèles typiquement qu'on utilise en collaboration avec l'IRSN. Il y a le modèle du CEREA qui s'appelle Polaire 3D dans la plateforme Polyphemus, et puis le modèle maintenant quasi opérationnel de l'IRSN qui s'appelle LDX, et qui originellement est dérivé en fait du modèle 3D Polaire 3D de Polyphemus. Alors, un des avantages quand on modélise de façon relativement simple les radionucléides, on peut faire plus compliqué, mais en première approximation qui est peut-être suffisante quand on veut essayer de calculer ou même faire de la modélisation inverse sur ce type d'accident,
c'est qu'on peut supposer que le transport est linéaire et la chimie est linéaire, puisque la décroissance radioactive est linéaire, et en première approximation, le dépôt sec ou humide peut être considéré comme linéaire. Donc en première approximation, relativement bonne dans la plupart des cas, on peut supposer qu'il y a une relation linéaire en réalité entre la source, qui est x ici typiquement, et puis les mesures y. Et donc, alors il y a une dizaine de noms qu'on peut donner à ce H, qui contient donc le modèle et en plus l'opérateur d'observation. Et donc, vous avez entendu parler de la matrice jacobienne, de la relation source-récepteur. Et bon, il y a une dizaine de noms qui sont utilisés dans la littérature. Je pense que les gens maintenant savent à peu près de quoi on parle quand on utilise l'un de ces noms principaux. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans, où les gens ne se comprenaient pas. En tout cas, ça veut dire que dans H est concaténé le modèle d'observation et puis le modèle de transport. Donc forcément, ça lie des émissions à un certain donné en un certain point avec des observations plus tard en un autre point. Donc c'est un modèle 3 ou 4D. Donc les observations types, donc les plus simples à utiliser, ce sont les concentrations, les activités, les concentrations d'activité. Donc c'est vraiment les concentrations dans un type spécifique de radionucléides, comme le césium 136, césium 134 ou l'iode 131, qui sont les trois radionucléides qui ont un impact pour la santé le plus fort et qui sont déposés. Il y a également justement les radionucléides tels qu'on peut mesurer après dépôt, donc on les mesure sur ou dans le sol. Et puis il y a ce que vous connaissez le plus, qui sont les mesures de dose gamma, donc les mesures de rayonnement, mais qui conduisent à des mesures qui sont simples, mais qui sont plus difficiles à relier au terme source, puisque c'est une intégration de tous les radionucléides qui émettent le rayonnement. Donc il est quand même plus simple en général, mais plus difficile d'obtenir des mesures de concentration d'activité. Et donc il y a évidemment, comme c'est quand même un risque rare mais majeur, tout un réseau d'observation, en tout cas en Europe, qui a pu mesurer, mais dès l'accident de Tchernobyl, faire un certain nombre de mesures sur la concentration d'éléments radioactifs dans l'air. Et puis c'est des choses qui donc conduisent à une surveillance permanente depuis lors. Dans le cas de Fukushima, là, on voit des stations d'observation avec le point rouge qui désigne la centrale de Fukushima Daiichi et les sites d'observation en fait qui ont délivré les observations de concentration d'activité qu'on a utilisées pour nos études. Donc voilà, donc il y a des modèles, des données. Donc c'est typiquement ce qu'on fait en assimilation de données ou en modélisation inverse, en géosciences. Et puis derrière, il y a donc des inférences bayésiennes, des méthodes statistiques pour essayer d'en inférer un terme source, qui est typiquement un taux d'émission sur le site de la centrale, ou bien ça peut être éventuellement aussi à retrouver le site de la centrale lui-même quand on ne connaît pas l'origine de l'émission de radionucléides. Donc on fait typiquement on peut faire des approximations, on peut faire des suppositions donc sur le terme d'ébauche, sur le prior, le terme source a priori, et là on fait des choses relativement simples, puisqu'on suppose pour le terme source qui suit une loi log normale, et on va surtout travailler la plupart du temps donc sur le logarithme du terme source, c'est-à-dire z ici. Et puis dans ce cas-là, il faut également choisir peut-être un terme de référence, un terme source de référence qui peut ou ne pas exister. Donc c'est une question qui peut être débattue. Et en tout cas, à cause de la positivité du terme source, qui a quand même un impact assez fort sur toutes les méthodes d'inversion, toutes les méthodes d'inférence qu'on peut utiliser, on choisit ici une loi log normale, enfin une loi qui tient compte de la positivité naturellement de la source. Et les observations qu'on peut prendre gaussiennes, on peut aussi considérer qu'une loi positive est nécessaire, parce que les observations sont elles-mêmes nécessaires, sont des concentrations. Et là, typiquement, on prend soit une loi gaussienne, soit une loi log normale également. Donc les lois log normales ont en plus l'avantage de donner un poids relativement aussi important à des concentrations moyennes qu'à des concentrations importantes, puisque effectivement il y a l'échelle des valeurs mesurées dans un événement de dispersion de radionucléides, comme dans tout accident en chimie transport, et très multi-échelle. On a de très fortes concentrations ou de très faibles concentrations quand on se trouve loin du point source. Il y a un problème, il y a ça, c'est qu'il y a des observations quasi nulles
qui apportent de l'information, mais qui vont avoir un point très important par rapport à une concentration très élevée près du point source. Et donc, ça pose un vrai problème du statut de ces observations. Donc, ce qu'on peut faire assez brutalement, c'est de mettre un seuil pour éliminer toutes ces observations très faibles ou quasi nulles. Ou alors, on peut faire des choses un petit peu plus sophistiquées en lissant, en fait, en modifiant la loi log normale pour arriver, quand on arrive à des valeurs faibles, avoir une loi log linéaire. Et donc, c'est ce qu'on peut essayer typiquement de faire ici. Donc voilà, l'une des deux solutions est tout à fait faisable et conduit à des lois relativement simples à utiliser. Il y en a une qui est un peu une sorte de compromis, qui est un petit peu ad hoc, mais extrêmement simple à utiliser, qui est juste dans le log des observations, de rajouter une petite fonction seuil. Donc, c'est pas très physique, mais c'est numériquement très efficace. Et puis, ça a le comportement voulu. Ça a quand même essentiellement le comportement voulu. Donc, ensuite, il y a le fait qu'on va travailler donc, sur ces logs variables, donc le log du terme source, ici donc orienté par le terme source de référence, et qu'on va en tirer une inférence bayésienne, donc en appliquant la loi de Bayes, et en raisonnant donc plutôt sur ces logs variables. Et ça conduit, donc quand on considère moins le log de la distribution a posteriori, de la distribution conditionnelle aux observations, à la fonction de coût suivante, ici, donc dans le cas des lois dans le cas de loi log normale, aussi bien pour la source que pour les observations, à ce terme, à cette fonction de coût, qui est donc essentiellement, qui est certes non linéaire parce que les lois sont log normales, alors ça reste donc gaussien sur la log variable de la source, mais toute la non-linéarité est en fait mise dans le terme d'écart aux observations. Mais le modèle, lui, reste non linéaire. Pardon, mais le modèle, lui, reste linéaire. Non, merci. Ensuite, donc, il y a deux approches qu'on a testées, qu'on a longuement testées en fait il y a quelques années, qui était une approche hiérarchique bayésienne, classique, dans lesquelles en fait on va non seulement conditionner le terme source aux observations, mais également à certaines valeurs des hyperparamètres qui définissent le problème inverse et qui notamment définissent un certain nombre de paramètres sur les statistiques des erreurs qui ne sont pas toujours connus, qui sont rarement connus. Et dans le cas d'un accident, il y a la définition même de l'ébauche, donc des termes a priori, ou des statistiques a priori qui posent question, puisque c'est difficile de définir un terme a priori pour un accident nucléaire. Alors, on a quelques idées sur l'intensité, mais ça va dépendre du terme de l'accident lui-même. C'est très difficile de savoir quels sont. Il y a quelques points sur le coin du globe sur lesquels pourrait être émis l'accident, parce qu'on connaît le lieu des centrales ou de certains sites nucléaires militaires, mais ça reste quand même un terme très difficile à écrire, ou une loi a priori très difficile à écrire. Donc, il va falloir travailler sur ces hyperparamètres donc, qui définissent les lois a priori. Et donc, soit on fait une hiérarchie sur ces hyperparamètres, donc on l'inclut en fait dans le problème d'inférence bayésienne, donc ce qui est très classique en statistique. Soit autre approche également très utilisée, qui est celui qui est une approximation de Bayes, qui est le Bayes empirique, où en fait la loi conditionnelle aux observations, donc elle est intégrée donc sur toutes les valeurs possibles des hyperparamètres, et ben on peut approcher ça en considérant les hyperparamètres qui sont donc les plus importants, et d'en faire une approximation de l'intégrale, où en fait on retrouve la probabilité conditionnelle, mais qui dépend des paramètres les plus probables, des hyperparamètres les plus probables pour notre problème. Donc ça conduit à diverses méthodes, et un outil extrêmement utile, et de plus en plus utile en tout cas, qui est notamment extrêmement utile dans le cas du Bayes empirique, où on veut essayer d'estimer le paramètre le plus probable, les hyperparamètres les plus probables pour notre problème d'inférence. Donc c'est celui de l'espérance maximisation, donc qui sert en fait à
à estimer de façon rigoureuse le maximum de cette fonction de coût, ici, donc dans lequel on retrouve la likelihood, de la probabilité des observations connaissant l'état, donc le terme source dans notre cas, et les hyperparamètres, et la loi a priori sur le terme source connaissant les hyperparamètres. Donc c'est une façon de calculer, d'essayer d'estimer de façon rigoureuse les hyperparamètres pour notre problème d'inférence. Et donc c'est des méthodes qui sont bien connues dans la communauté des statistiques, qui n'étaient pas vraiment ou peu donc dans la communauté assimilation de données et modélisation inverse. Et justement, Pierre a contribué beaucoup à démocratiser et transférer ces idées et les a appliquées en assimilation de données. Donc, je ne vais pas revenir sur la méthode elle-même. On l'a beaucoup utilisée, Pierre l'a beaucoup utilisée, et puis moi, je l'ai également beaucoup utilisée depuis, parce que c'est quand même elle se prête bien au type de jeu auquel on se livre. Et il y a quand même un détail supplémentaire, c'est le fait que l'espérance qu'on doit calculer dans la première étape de la méthode EM reste quand même, dans la majorité des cas, une quantité qui est difficile à calculer. Mais il y a une alternative dans les méthodes ensemblistes d'assimilation de données. Dès qu'on dispose d'un ensemble, on peut faire une estimation type Monte-Carlo de cette espérance. Et c'est très souvent ce que l'on fait en fait dans ce type de méthode. Donc en fait, on applique typiquement un EM de type Monte-Carlo. On calcule l'espérance sur un ensemble. Donc voilà, c'est ce qu'on fait ici, où on va être à la recherche des hyperparamètres. Donc c'est typiquement R, les paramètres de la matrice des erreurs d'observation et les paramètres de la matrice des erreurs d'ébauche, donc concernant l'a priori sur la source. Et c'est ce qu'on fait typiquement, et on essaye d'estimer en fait la fonction de coût que je vous ai montré tout à l'heure. On essaye de calculer l'espérance sur cette fonction de coût, puisque c'est le produit naturel de la méthode EM, dans le but d'essayer d'estimer itérativement en fait les hyperparamètres. Et un des avantages, c'est comme on a les lois normales ou log normales, on peut de façon, l'étape de maximisation se fait très bien, puisqu'il y a une expression analytique bien connue sur les espérances empiriques pour estimer les hyperparamètres. Et donc, quand on itère en fait ces deux étapes, on peut converger en fait vers des solutions pour les hyperparamètres, qui nous permettent, compte tenu donc des observations du problème d'inférence. Et dans le cas qu'on a considéré, dans le cas donc celui d'inversion de source de radionucléides, si on fait l'approximation très simple d'erreurs d'observation, donc qui sont spatialement peu corrélées, donc on peut considérer que la matrice est diagonale. Et si on fait l'approximation qui est absolument pas déraisonnable, en fait, d'avoir une matrice de covariance d'ébauche, une matrice sur les statistiques log normal a priori, de les avoir diagonales, on considère en fait que qu'il y a une décorrélation au niveau des temps, ce qui n'est pas du tout anormal dans un accident, parce a priori, il n'y a pas forcément naturellement ou très peu de corrélation entre deux instants même proches. Et d'ailleurs, les termes sources sont généralement dans celui de Fukushima, il y a un certain nombre de pics qui caractérisent différentes explosions de la coiffe de l'enceinte des réacteurs et donc des émissions de radionucléides. Donc il y a vraiment des événements très ponctuels. Donc si on fait ces approximations qui semblent grossières mais qui en réalité sont plutôt physiques, il est facile alors d'écrire les différentes équations qui interviennent dans la loi EM, et on peut donc écrire ces itérations sur les hyperparamètres très facilement avec convergence. Il y a quand même deux approximations, une variation qu'on s'est permise très souvent, qui était soit de considérer qu'il y a un seul paramètre qui caractérise complètement la matrice B, soit on considère pour chaque temps, pour chaque pas de temps de discrétisation de la source, on considère un hyperparamètre, une variance, et donc on a à ce moment-là une matrice diagonale avec des BI le long de la diagonale. Et voilà typiquement le genre de terme source qu'on reconstruit. Où là, par exemple, sur le cas de Tchernobyl, on a le terme qui était un peu le terme source définitif qui est issu du rapport de l'ONU et des experts de l'ONU, d'Ansir, donc c'est le terme en vert. Et puis on a ce qu'on reconstruit par modélisation inverse, à l'aide d'une loi soit gaussienne sur les observations, soit log normal sur les observations. Le terme source, il reste
le prior, donc l'a priori sur le terme source reste lui log normal. Et puis on peut aussi faire la même chose. Ça, c'est dans le cas où le terme, l'a priori n'était piloté que par un seul paramètre, un seul pour tous les pas de temps, donc ce qui n'est pas forcément là très réaliste. Et si on prend un pas de temps pour chacun des, un paramètre, une variance a priori pour chacun des pas de temps, donc on arrive à un terme source qui est légèrement différent avec moins de corrélation en temps, c'est assez normal. Et on voit des différences assez notables qui étaient connues, notamment par exemple à la fin où effectivement dans toutes les inversions qu'on a pu faire, y compris qui n'étaient pas complètement bayésiennes il y a de cela assez longtemps, on a le fait que à partir des observations, on retrouve très peu d'émissions en fait à la fin de la période de 10 jours pendant l'accident de Tchernobyl. Voilà là, des choses très similaires qu'on peut obtenir à l'aide de ces méthodes sur le terme de Fukushima. Vous voyez que c'est beaucoup moins lisse et c'est complètement normal puisqu'il y a eu il y a eu vraiment un certain nombre de pics euh, donc dû à différentes explosions, différents incidents, différentes interventions qu'il y a eu sur le site. Et c'est comparé, alors je rentre pas du tout dans les détails, hein, c'est pas l'objet aujourd'hui, mais c'est comparé à différents termes sources qui avaient été publiés dans la littérature, et il y en a eu d'autres depuis qu'on a fait ce travail. Donc il y a un certain nombre de pics qui sont très similaires, qui correspondent à peu près aux mêmes événements, et puis il y en a d'autres qui dépendent probablement de quelques observations qui peuvent être ou non des outliers, et notamment toujours les fins de distribution qui dépendent des approximations qu'on a faites, ou bien de la présence ou non de quelques observations. Alors maintenant, je vais vous parler de la quantification des incertitudes et notamment de l'approche, on va passer à l'approche plus bayésienne hiérarchique, où cette fois-ci, on essaye peut-être un petit peu moins d'essayer de déterminer les hyperparamètres, les valeurs des hyperparamètres les plus probables pour ensuite faire une inférence bayésienne classique. Mais là, on essaye de faire une inférence hiérarchique où on essaye également d'estimer la distribution de ces hyperparamètres. Et donc là, c'est des méthodes, on va utiliser des méthodes de Monte-Carlo. Ce qu'on peut se permettre de faire jusqu'à quelques dizaines de paramètres. Et alors ici, on considère jusqu'à quelques centaines de paramètres, un par heure ou un toutes les 6 heures, mais comme les événements durent quelques semaines, donc typiquement un mois pour Fukushima, 2 semaines pour Tchernobyl, on peut arriver quand même à quelques centaines de paramètres et on verra comment on peut faire ensuite. Donc ici, c'est typiquement on a commencé par du MCMC très classique, des méthodes de Monte-Carlo des chaînes de Markov, des méthodes de Monte-Carlo par chaîne de Markov. Et voilà une comparaison qu'on a fait typique entre des méthodes de Bayes empiriques et des méthodes de Bayes hiérarchiques. Et parce qu'il y a eu un certain nombre de méthodes assez intéressantes qui ont été proposées dans la littérature statistique, mais également qui sont utilisées de façon plus ou moins implicite en assimilation de données, comme une méthode extrêmement importante maintenant en prévision opérationnelle en météorologie qui s'appelle l'ensemble d'assimilation de données, EDA, et qui correspond à ce qui est ici écrit naïve RTO, c'est random then optimize, randomize then optimize, où on perturbe les différentes sources d'incertitude d'un problème statistique et qu'ensuite on essaye de minimiser la fonction de coût associée et ça nous donne un élément, ça donne un échantillon de la loi. Alors on sait que c'est pas vraiment ça n'échantillonne pas vraiment la distribution a posteriori, mais ça peut en être une approximation. Et c'est ce naïve RTO, alors qu'une Bayes RTO, c'est vraiment quelque chose qui est bayésien et qui échantillonne la loi a posteriori. Et donc, c'est ici une comparaison sur à la fois Tchernobyl et Fukushima, des méthodes qui échantillonnent proprement et correctement la loi a posteriori, et puis comparer en fait en bleu l'approche naïve RTO, mais qui reste très efficace numériquement, mais on voit qu'il y a quand même un décalage, par exemple, sur Fukushima Daiichi. Donc ça, c'est le terme source, c'est la quantité totale de radionucléides qui a été émis, et c'est la fonction de probabilité ou l'histogramme, si vous voulez, de ce qui a pu être émis. Et donc ça caractérise aussi l'incertitude, évidemment, du terme source total.
Alors là, donc en intégrant dans le raisonnement, le raisonnement Bayes hiérarchique, les hyperparamètres. Donc on sort vraiment du cadre de Bayes empirique et là on essaye d'estimer l'incertitude associée également aux hyperparamètres et on applique à nouveau du Monte-Carlo par chaîne de Markov. Avec cette fois-ci donc une hiérarchie qui est un petit peu plus sophistiquée. Il faut avoir un a priori, il faut travailler sur un a priori des hyperparamètres. Et là, soit on n'en met pas, ou on a des a priori qui sont plats, flat, des lois uniformes, soit on utilise des termes, des lois a priori du type Jeffreys et qui peuvent donner des petites différences quand même sur le résultat final. Donc c'est à considérer. Et puis éventuellement, quand on change le nombre de variables au cours même de la loi de Markov, l'évolution de la loi de Markov, on peut également utiliser des chaînes de Markov avec des sauts réversibles et avec à ce moment-là la présence d'un jacobien à prendre en compte en fait dans les lois de probabilité pour les lois de transition en fait. Donc voilà, et c'est ce qu'on va faire en fait partiellement tout à l'heure. Et donc une façon alors oui, je ne le vois pas ici. Donc une façon de traiter le problème, donc c'est en plus des hyperparamètres, on va inclure dans le problème bayésien hiérarchique la grille elle-même de discrétisation du terme source. Alors il y a un double avantage qu'on y voit, c'est d'abord que quand on arrive à quelques 500-600 paramètres, ça commence à être long, même sur des machines parallèles, même quand on essaie de bidouiller un peu les chaînes de Markov pour les paralléliser partiellement. Et à ce moment-là, donc on aimerait accélérer les calculs. Et un deuxième point, c'est que ça reste des termes sources qui, comme j'ai dit, sont très piqués. Et une grille régulière n'est pas forcément très adaptée en fait aux termes sources, puisqu'il y a des plages de temps sur lesquelles il n'y a pas forcément d'émission. On voudrait quelque chose d'une discrétisation pas très importante, alors qu'on aimerait qu'elle soit beaucoup plus près des pics. Donc en fait, il y a une analyse qu'on appelle, ils ont appelé dans la littérature transdimensionnelle, qui est en fait juste des chaînes de Markov à saut réversible, où on adapte également, on essaie d'estimer également une grille idéale pour estimer le terme source. Et c'est la raison pour laquelle, dans cette estimation de l'accident de Tchernobyl, vous voyez des courbes beaucoup plus lisses dans l'estimation du terme source. C'est parce qu'en fait, il y a une grille adaptative qui est calculée en permanence et on s'est restreint à une vingtaine de mailles dans la grille, ce qui fait que c'est assez peu coûteux en fait de faire tourner la chaîne de Markov associée. Et voilà une estimation en fait du terme source dans cette vision hiérarchique de l'inférence bayésienne. Donc avec une queue assez importante. Et donc on pense qu'on estime un petit peu mieux l'incertitude attachée au problème et au terme source. Ça, c'est la même chose. Ça, c'est une vision de la valeur des hyperparamètres, puisque cette fois-ci, on n'est plus dans le Bayes empirique, et donc on a une distribution pour les hyperparamètres et pas seulement une valeur la plus probable. Et voilà le terme source pour Fukushima. Et donc la même chose, mais pour le terme source de Fukushima, vous voyez que c'est bimodal. Compte tenu des observations dont on dispose et d'estimation d'incertitude, c'est bimodal. Et maintenant, je voudrais pour terminer, vous parler de travaux plus récents qu'on a faits, notamment dans le cadre de la thèse de Geoffrey Dumont-le-Brazidec, qui a travaillé donc toujours entre l'IRSN et le CEREA, à des accidents plus récents et également à tenir compte davantage des sources d'erreurs modèles dans ces inférences bayésiennes, dans ces problèmes d'estimation du terme source. Il a travaillé notamment sur le cas donc, du ruthénium 106, et vous voyez typiquement les mesures qui ont été faites en Europe, et dont on pense que la source vient de l'Oural, en fait, et probablement donc, du site du complexe militaro-industriel de Mayak. Et donc, Geoffrey a utilisé à nouveau des chaînes de Markov pour essayer d'estimer ce terme source, mais il a inclus le positionnement précis, puisqu'il n'avait pas de certitude sur l'origine, on n'a toujours pas complètement de certitude sur l'origine du terme source, et donc il a inclus les positions. Donc l'approche est relativement similaire, mais cette fois-ci, les positions sont incluses dans le problème d'estimation, ce qui conduit quand même à des coûts calculs plus importants, plus significatifs, et ils sont inclus donc dans
dans les chaînes de Markov. Mais il y a toujours une distribution, il y a la position et une distribution, une discrétisation temporelle du terme source sur ce lieu. C'est pour ça qu'il y a toujours un terme source et des variables de flux temporelles attachées à ce terme source. Donc il y a toujours typiquement une quinzaine, une vingtaine de paramètres qu'on associe à ce terme source, y compris la position, latitude, longitude du terme source. Alors, un des problèmes sur lesquels il s'est heurté, c'est quand on localise, c'est qu'il y a des, compte tenu du faible nombre d'observations dont on peut disposer, on peut très bien tomber sur des positions dans lesquelles on aura un minimum local très fort, et c'est typiquement ce qui est arrivé ici quand on a fait nos premiers calculs, et que en fait on avait typiquement un minimum local sur l'Irlande, sur le Royaume-Uni, et on pouvait pas. La chaîne de Markov était piégée en fait dans cette zone et n'allait pas du tout vers l'Oural. Évidemment, si on partait près de l'Oural, on y restait. Et donc, en fait, donc Geoffrey a eu l'idée d'utiliser une technique qui est connue en chaîne de Markov, mais également maintenant dans d'autres problèmes d'inférence, qui est celui du tempering. Donc, il s'agit donc de lisser la fonction de coût ou lisser la probabilité, la densité de probabilité de façon à rendre les sauts beaucoup plus probables. Et on va introduire en fait plusieurs chaînes de Markov à des températures différentes, donc avec un lissage différent. Et pour rendre le problème toujours bayésien et et donc vraiment répondre à la question, on autorise des sauts en fait ou non entre les différentes chaînes. Et ça permet d'avoir un transfert en fait de ces x1 des variables x1 et x2 vers les zones les plus probables, beaucoup plus rapide. Et c'est comme ça qu'il a réussi donc à s'en sortir pour ce problème du ruthénium 106. Donc là, c'est typiquement des 5 chaînes dans le tempering MCMC, donc la chaîne de Markov avec du tempering, où on échange en fait des indications entre les chaînes qui sont beaucoup plus rapides à haute température, mais qui ne sont pas physiques, et puis celles physiques, donc à basse température. Et ça permet d'informer les basses températures de points de minimum locaux. Voilà typiquement donc le cas d'application qu'on avait, le domaine qu'il avait considéré, donc qu'il a considéré pour le cas du ruthénium 106. Et qu'on a considéré deux modèles météo, donc non seulement ERA5, mais aussi donc du centre européen, mais également des champs météo, de Météo France. Et voilà typiquement des résultats qu'il a pu obtenir, mais en utilisant donc deux champs météo pour justement montrer l'impact de la qualité ou non de ces champs météo, l'impact de leur modèle en fait sur ces reconstructions. Et donc là, on voit les probabilités donc issues de ces chaînes de Markov en longitude et en latitude, et on voit un recoupement pas très évident en fait en utilisant le modèle arpège de Météo France ou bien ERA5, donc les réanalyses récentes du centre européen. Et voilà l'activité totale reconstruite, c'est-à-dire la quantité totale de radionucléiques qui a été relâchée. Et puis là, c'est le paramètre, l'un des hyperparamètres à nouveau, puisqu'on utilise toujours les mêmes méthodes que j'avais décrites, mais cette fois-ci, la version complètement hiérarchique par chaîne de Markov. Donc en fait, Geoffrey, alors je décris pas du tout ce qu'a fait Geoffrey, notamment récemment, mais typiquement, il s'est vraiment attaché à essayer de tenir compte dans ce calcul d'incertitude davantage par rapport à ce qu'on a fait les précédentes années, donc à essayer de quantifier vraiment dans la probabilité conditionnelle l'impact des erreurs modèles, notamment ce qu'on avait dans dans les champs météo, mais également dans les erreurs qu'on pouvait faire dans le transport, dans le modèle de chimie transport. Et puis également dans la description statistique, puisqu'il a considéré un certain nombre de lois a priori, et donc de fonctions de coûts différentes, et il en a étudié l'impact en fait. Donc il a essayé de regarder un peu toutes les sources d'erreurs possibles, y compris sur la modélisation statistique même, sur le modèle statistique de tout le problème. Et notamment, une façon de le faire, ça a été en tenant compte de la linéarité du modèle, on a essayé en fait de construire une chaîne de Markov qui, en plus des variables que j'avais citées, introduisait des poids qui affectaient un poids à chacun des modèles. Et chacun des modèles, et il y a peut-être une combinaison de différents paramètres sur la chimie transport, mais également d'un des ensembles de l'ensemble météo d'ERA5.
Et donc, en fait, voilà, ça tient compte d'un certain nombre d'erreurs modèles. Et en fait, on va se balader non seulement dans l'espace des flux, voilà, et de la position de la source, mais également des modèles. Et ça donne typiquement ce genre de résultat, avec cette fois-ci une incertitude quand même plus large, beaucoup plus étalée, peut-être beaucoup plus réaliste, aussi bien en longitude qu'en latitude. Et puis on peut évidemment, en bonus, on peut essayer d'estimer où se mettent les poids principalement, quelle est la distribution de ces poids et si des modèles sont favorisés par rapport aux autres. Bon, il y a beaucoup plus de résultats qu'il a obtenus récemment, mais bon, je n'ai pas vraiment le temps d'en parler. Donc je vous fais grâce des conclusions, mais ça fait quand même donc ça fait 20 ans pratiquement qu'on travaille avec l'IRSN sur ce sujet, et on y est revenu donc il y a 5 ans avec des choses un petit peu plus statistiquement correctes peut-être, considérées pas plus correctes par votre communauté, avec donc des versions de Bayes empiriques et des versions Bayes hiérarchiques, avec notamment des chaînes de Markov. Et puis des méthodes qui ont été un petit peu adaptées, comme le chaîne de Markov avec le tempering. Pour le cas de Bayes empirique, l'utilisation assez massive de l'expectation maximization pour l'estimation des hyperparamètres les plus probables. Et puis, il y a un accent qui a été mis plus récemment donc, sur l'erreur modèle et essayer justement de encore mieux quantifier les incertitudes attachées aux erreurs modèles, mais aussi aux erreurs dans la modélisation statistique. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Marc. Merci, tu es pile poil dans les temps. On a le temps pour quelques questions. Donc, si vous avez des questions, peut-être vous pouvez prendre le micro directement. Je vois pas de questions dans le chat actuellement. N'hésitez pas. Bon, je lance une petite question, Marc. Alors, j'ai trouvé très intéressant à la fin, là, vers les dernières pages, là, sur le dernier accident en 2017, où tu disais que en fait, tu utilisais des différents ensembles de tes prévisions météo. Et j'ai pas très bien compris si tu faisais ça aussi dans les événements Fukushima et Tchernobyl, ou alors est-ce que tu prenais seulement la moyenne? Parce que ça a l'air de jouer quand même un rôle très important, hein, la météo là-dedans, évidemment. Et j'ai l'impression que tu prends la moyenne, en fait, dans la moyenne d'ensemble du modèle météo dans Fukushima et Tchernobyl. Je me trompe? Alors, sur les travaux qu'on a fait sur Fukushima jusqu'à 2017, 2017-2018, y compris avec l'IRSN, ils ont considéré notamment l'IRSN quelques météos, mais essentiellement les météos étaient déterministes. On n'a pas vraiment tenu compte de l'erreur modèle. Ensuite, il y a eu des travaux à l'IRSN qu'ils ont fait dans le même groupe d'Olivier Saunier, où en fait ils ont considéré, c'était pas vraiment l'inférence bayésienne, mais ils ont considéré le calcul du risque et de l'incertitude attaché en fait attaché à ces différentes météos et aux erreurs de transport en fait fait par le modèle d'erreur de transport. Donc là, cette notion d'ensemble, et c'est des travaux notamment pilotés par Vivien Mallet et Irène Korsakisok à l'IRSN. Donc ça, c'est un aspect qui a été abordé, mais pas tellement sur l'inférence sur du terme source. Et donc, pour terminer ta question, la question que tu évoques, c'est que donc jusqu'à présent, on l'a pas fait pour l'inférence du terme source, mais en fait, Geoffrey, donc du Mont le Brésilien, qui est en train pour finir sa thèse, est en train de travailler justement dans le cadre de Fukushima, sur l'impact de l'erreur modèle en utilisant cet ensemble RA5, sur l'impact que ça a sur l'estimation du terme source. Donc, D'accord. pour ta réponse, c'est oui, et Geoffrey a déjà les premiers résultats, il est en train de le faire, et ça conclura sa thèse, en fait. Très bien. Écoute, je vois une question de Eric P. Alors peut-être Eric, vous pouvez prendre la parole si vous voulez. Alors la question c'est est-ce que Ouais. Oui, Oui, allez-y, c'est allez-y. sur la localisation du terme source. Et toutes les lois a posteriori sont des lois conjointes. Oui. Et donc, quelquefois, on est embêté quand on regarde marginalement chaque chose. Et je me demandais, par exemple, la latitude et la longitude, a posteriori, elles sont corrélées. Et quand tu représentes géographiquement les incertitudes sur le positionnement du terme source, tu vois plus de choses que si tu prends chaque
coordonnées marginalement? Donc on n'en voit pas tellement de. Donc si je me trompe pas, je pense que Geoffrey est dans l'assistance qui pourrait me corriger s'il veut, mais on voit quand même essentiellement un pic. C'est très très piqué. Donc en fait on voit un pic, donc ce qu'on voit avec les marginales, ensuite on voit pas de choses très différentes quand on représente la carte 2D du terme, en tout cas à un instant donné du terme source. Donc c'est un pic. Et c'est un peu trop piqué justement, donc on aimerait représenter davantage toutes les sources d'incertitude pour on aimerait voir plutôt un pâté qu'un pic, parce qu'on n'a pas peut-être suffisamment d'observations pour prétendre que ce soit un pic et qu'on localise parfaitement la source. Donc on voit pas de choses vraiment bizarres sur le, peut-être parce que c'est trop piqué justement. Ok, merci. Merci Eric pour la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, Isabelle Albert, je voulais éventuellement poser une question. Allez-y. Oui, j'ai toujours pas trop compris comment on lève la main, mais bon. C'est pas grave. Voilà. Oui, je voulais vous demander, vous avez montré des lois des hyperparamètres qui étaient bimodales. Est-ce que vous l'expliquez un petit peu ça? Est-ce que vous avez cherché à comprendre ou ça vous a Oui, tout à fait. interrogé ou ouais. Absolument, oui. Donc alors est-ce que je vais retrouver facilement? Oui, je retrouve. Donc on voit, non ça c'est le terme source, mais voilà sur Fukushima, une loi bimodale pour l'hyperparamètre attaché à R, donc à l'erreur d'observation, mais comme dans ce contexte le modèle H, enfin la matrice d'observation, la matrice jacobienne contient aussi le modèle, en réalité ça contient aussi l'erreur modèle. Donc R quantifie un peu l'amplitude de l'erreur aussi bien d'observation que surtout l'erreur modèle. Donc on a vraiment une distribution bimodale avec deux pics. Et en fait, dans le cas de Fukushima, et là je reviens tout à fait au début, on peut penser que c'est en fait l'interaction entre. Est-ce qu'on voit là? On voit un petit peu plus loin. Voilà. Là, on voit les jeux d'observation. On voit qu'il y a. En fait, c'est l'interaction entre le réseau d'observation, et là on voit deux groupes de stations de mesure qui ont été utilisées, mais aussi avec les patterns météo qui font que typiquement le premier groupe de stations va être impacté par une estimation météo qui est disperse depuis Fukushima, le point rouge. Assez simplement, il y a relativement peu de distance, peu de transport, donc on peut penser qu'il y a peu d'erreurs modèles, alors que ensuite il y a eu un retour du panache de radionucléides vers l'autre groupe de stations, et là il y a eu beaucoup plus de transport, et notamment ça passe par les massifs montagneux au Japon, et là on peut penser que l'erreur modèle est beaucoup plus importante. Donc en fait on peut penser qu'il y a tout un groupe d'observation qui est impacté par une erreur d'à peu près de même nature, alors que le deuxième groupe d'observation ou de stations d'observation est impacté de façon effective par des erreurs modèles et d'observation assez différentes. Donc on pense que c'est dû à ça, ce double pic. D'accord. Il n'y a pas possibilité du coup de le modéliser pour bien vérifier que c'est ça et pas. C'est une chose qu'on a tenté, que devrait, j'espère, reprendre Geoffrey, c'est de généraliser ça, c'est-à-dire qu'on ne va pas, et enfin Geoffrey l'a fait en partie jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un seul paramètre R pour la matrice d'erreur d'observation, mais qui est aussi modèle, donc on va considérer un R attaché à plusieurs groupes de stations, et on va voir s'il y a vraiment des tendances qui se dégagent sur ces R, et s'il y a vraiment des valeurs privilégiées qui sont prises pour ces différents groupes de stations. Donc on peut donc passer d'une seule variable, d'un seul hyperparamètre à plusieurs hyperparamètres attachés à plusieurs groupes de stations, et là comme ça on pourra vérifier une bonne fois pour toutes si c'est bien ce qu'on avait envisagé qui est correct. Oui, c'est ça, oui, ou pas une mauvaise convergence ou quelque chose comme Ouais, ça. ouais, absolument. Ouais. Et est-ce que j'ai une autre question? C'est tempering MC-MC, est-ce que c'est proche de ce qu'on appelle actuellement les MC-MC hamiltoniens ou pas? Je pense pas. J'ai jamais pratiqué, mais j'ai déjà regardé un petit peu. Je pense pas. Donc la tempering, c'est vraiment prendre la loi de probabilité et l'élever à une certaine puissance, de façon à écraser tous les minimums et les maximums. Et donc de fait que là, il est beaucoup plus facile de se balader dans cette chaîne, dans un tel profil en fait,
Mais évidemment, après, on doit considérer l'ensemble des chaînes jusqu'à la chaîne correcte avec la température de 1, qui correspond au profil, à la fonction de coût qu'on avait modélisé. Il faut autoriser des transferts en fait, d'informations entre les différentes chaînes. D'accord, ouais, donc c'est autre chose, oui. Donc c'est une façon intelligente de faire du recuit simulé où on autorise de se balader dans des chaînes de plus haute température et de revenir ensuite vers les températures plus froides et donc la fonction de coût à modéliser. Ben, merci.